Bienvenue à vous tous sur Mobility TV. Aujourd'hui, l'interview Top Premium vous parle de la CSIAM. C'est la chambre syndicale de l'automobile et du motocycle. On en parle avec sa présidente déléguée, Atina Argiriou. Bonjour à vous. Bonjour, et bienvenue sur Mobility TV. On a vu passer vos communiqués de presse, on a vu passer vos déclarations. Vous représentez d'abord, et je vais le rappeler, à la CSIAM, une cinquantaine de constructeurs, d'importateurs, qui sont des constructeurs, on peut les qualifier d'étrangers en France. Globalement, ce sont toutes les marques que vous représentez, de BMW Group, par exemple, à Yamaha, si je prends l'ordre alphabétique, parce que je n'aurai pas le temps de tous les citer. Question, est-ce que ces constructeurs se sentent discriminés en France aujourd'hui, à l'heure où on parle de suppression du bonus écologique pour certains d'entre eux, parce qu'ils produiraient loin? Alors, on va peut-être repositionner un peu les débats. Je vais vous dire qui on représente. On représente l'industrie automobile européenne et internationale, au sol français. Mais ce ne sont pas exclusivement des importateurs. Ce ne sont pas on ne dépose pas les voitures, en fait, et on change d'activité. Hein, on se défait. On assure, en fait, toute la distribution. Oui. On alimente, on emploie des personnes autour du métier en fait, de l'entretien, les assurances, mais on construit aussi en France. Toyota construit en France. Bien sûr. La plupart des acteurs du véhicule industriel construisent également en France. Alors aujourd'hui, la notion, si vous voulez, français contre européen ou international... Pour vous, elle n'a pas beaucoup de sens. Elle est un peu ambiguë. Vous avez raison, et on peut souligner peut-être que la voiture la plus produite en France à ce stade, c'est la Toyota Yaris, dans l'usine de Valenciennes, qui est absolument gigantesque. Malgré tout, un certain nombre de vos adhérents, pas tous, pas Toyota, mais d'autres comme MG Motors, par exemple, sont plutôt considérés comme des constructeurs étrangers qui importeraient pour pas assez cher des véhicules et casseraient le marché, notamment les prix. C'est le cas d'MG Motors. Et vous avez réagi vivement à une interview d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, qui s'exprimait un soir sur le 20h de TF1, début septembre, et qui annonçait que finalement le bonus écologique ne s'appliquerait plus en 2024 pour MG Motors. Vous avez parlé quasiment de discrimination, c'est ainsi que vous le vivez? Moi, j'ai réagi pas sur les bonus écologiques. On sortait d'une consultation qui était à peine terminée. Alors, si cette consultation suit un processus démocratique et pour lequel tout le monde s'engage et on donne notre confiance, il faut peut-être attendre les résultats de cette consultation. Vous avez difficilement accepté d'apprendre à la télévision que finalement les dés étaient pipés en quelque sorte. Je ne sais pas si c'était pipé ou pas, mais en tout cas, ça n'a pas donné confiance à ces processus. Est-ce que cet état d'esprit est toujours le même aujourd'hui, quand Ursula von der Leyen s'est exprimée et un certain nombre d'autres officiels, vous avez dit à la CSIAM que cela confirmait certaines de vos appréhensions. Est-ce qu'on se dirige vers une période où de plus en plus seront favorisés ceux qui construisent juste à côté de la France ou alors en France et seront pénalisés ceux qui construisent très loin? Justement, c'est ça la problématique. On n'est pas contre un bonus écologique. Dans le principe, les règles changent, les technologies changent. Il va falloir qu'on réadapte aussi la façon où on qualifie, on progresse. Hein. Il faut mettre des KPIs pour pouvoir progresser. Pourquoi pas par le biais d'un bonus écologique? Ce qui nous a heurté, c'était l'absence de concertation, en fait, de cette filière qui est internationale, qui est fortement mondialisée. Aujourd'hui, on a même, sur ces plateaux, un peu du mal à définir qu'est-ce que c'est français, qu'est-ce que c'est européen, qu'est-ce que c'est international. D'ailleurs, quelle voiture est concrètement française, parce qu'elle a des pièces qui viennent Exactement. Alors, on se met tous autour de la table et surtout, on ne peut pas, dans un marché unique et sur des principes que nous avons décidés collectivement, décider seuls. Il faut décider avec nos partenaires européens. En toute logique, mais vos marques sont, vous l'avez dit, des marques internationales. Ça veut dire aussi qu'elles opèrent sur plusieurs marchés. Est-ce que vous avez l'impression que ça se passe plus mal pour vos marques en France que dans d'autres pays? Est-ce qu'on est plus à l'écoute de vos constructeurs en Italie, en Allemagne, en Angleterre qu'en France? Ah oui, absolument, tout à fait. En tout cas, les dernières réglementations qu'on soutient, on soutient les fondements. Il y a une absence de
d'études d'impact pour nous guider. Oui. Il y a une absence de concertation, il y a une absence de visibilité pour nous aider à naviguer. Parce qu'à travers ces bonus, finalement, cette fiscalité, on a envie de mettre en place quoi exactement? Est-ce qu'on a envie d'améliorer la qualité de vie? Est-ce qu'on a envie de contribuer à la transition écologique? Mais également chercher des opportunités pour trouver notre compétitivité et réindustrialiser la France. Il faut peut-être qu'on mette... On choisisse les priorités. Oui, sauf et que l'ordre, le bon ordre en tout cas. Les représentants politiques vous diront oui, mais si moi je veux favoriser la transition écologique en France, je ne vais pas encourager l'importation de véhicules produits en Chine, en France, qui inonderaient le marché et mettraient en péril ceux qui produisent déjà en France. C'est un raisonnement en quelque sorte logique. J'entends, mais on n'est pas seul, on est dans un marché européen. Si nos relations bilatérales avec les autres pays ne sont pas équitables et qui portent préjudice à nos industries, c'est quelque chose qu'il faut qu'on discute collectivement. Il ne faut pas oublier non plus que nos constructeurs, nos industries, pas uniquement l'automobile, exportent. Absolument. En Chine et dans d'autres pays. Alors, il y a également ces consommateurs. Est-ce qu'il faut stigmatiser certains pays ou peut-être revoir certains processus, certains critères? Exactement. Alors, on pourrait parler aussi d'un autre aspect. Tout le monde a en tête en ce moment, et c'est ce qui a décidé les prises de parole, soit d'Emmanuel Macron, soit d'Agnès Pannier-Runacher, tout le monde a en tête ces nouveaux constructeurs chinois qui arrivent sur le marché. Il se trouve qu'ils concurrencent effectivement Renault, Peugeot et Citroën, mais ils concurrencent aussi vos autres adhérents, on le disait, Toyota ou d'autres. Est-ce que c'est facile d'être la porte-parole de toutes ces marques qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même marché, qui n'ont pas les mêmes ambitions ni les mêmes contraintes? Sincèrement, c'est rafraîchissant. C'est stimulant, mais ce n'est pas toujours facile. C'est très stimulant. Il y a une forme de solidarité, il y a un très bon esprit de travail parce que justement, on se trouve derrière certains principes qui nous sont chers. Une concurrence loyale, un échange, un dialogue. Et puis, sincèrement, on peut prendre n'importe quel constructeur et les découper. On va voir qu'il y a toujours des liens, soit capitalistiques, soit partenariales, avec ses concurrents. Sauf que justement, une concurrence loyale, c'est tout le sens du débat. Le sous-entendu, notamment d'Emmanuel Macron, lorsqu'il disait qu'il fallait arrêter d'être naïf, c'était que la concurrence qui venait de certains pays, alors la Chine, c'est à celui-là qu'il pensait à l'époque, n'était pas loyale. Vous démentez ce... Moi, j'ai félicité en fait, la démarche en fait, de la commissaire européenne pour dire que s'il y a une enquête et s'il y a un dialogue, il doit se faire au plan européen. Il faut attendre le résultat de l'enquête pour vous et à l'échelle européenne. Pour moi, oui, avant en fait, de stigmatiser ou éventuellement entraver ou aggraver nos relations, oui, effectivement, tout à fait. D'autant plus qu'on pourrait politiser le débat et que ça pourrait aggraver les choses. Je disais 50 marques à date. Non, on a 53 constructeurs. 53 précisément. Voilà, et on a une centaine de marques à peu près. Une centaine de marques, donc 53 constructeurs. Est-ce que tous les constructeurs qui sont présents sur le marché français ont adéré à l'Axiam à ce stade? Ou il y a des nouveaux arrivants qui vous manquent encore et que vous appelez à vous rejoindre? Il y a des nouveaux arrivants, mais c'est suivant. En fait, ça dépend comment ils arrivent. Il y en a certains qui ne sont pas tout à fait arrivés en France. Il faut une commercialisation par des réseaux. Et leur siège social est à Bruxelles, par exemple. Je pense à Lotus, avec qui on est pour parler du moment où ils vont s'installer en France. Bien entendu, ils vont être les bienvenus à l'Axiam. On n'a pas BYD, qu'on valorise beaucoup. Le géant chinois qui devrait débarquer dans quelques mois en France, qui est présent aux Pays-Bas à ce stade. Vous les appelez à vous rejoindre? Pour les mêmes raisons, bien sûr, tout à fait. Nous, on considère que la transition écologique, c'est un défi mondial et que la solution, la réponse est mondiale. Et l'automobile, c'est un des secteurs les plus mondialisés et dans le bon sens de la mondialisation, c'est-à-dire les coopérations, l'échange technologique, cet avancement
Alors oui, ils sont les Et bienvenus. puis ça reste la locomotive de la recherche et développement mondial. Et on n'a pas d'innovation sans automobile. Autre aspect, c'est important, vous parliez de la transition écologique. Il y a des nouvelles normes qui s'appliquent petit à petit. Il y en a une que vous combattez, c'est la norme Euro 7, qui doit notamment fixer un certain seuil d'émissions de particules à partir du freinage. Vous dites que ça pousserait les constructeurs à continuer à investir dans le thermique alors qu'il vaudrait mieux attendre la fin du thermique. Ce n'est pas tout à fait ce que je dis. Allez-y. Je dis en fait que les Euro 7 stipulent en fait des améliorations sur plusieurs niveaux, y compris sur la motorisation thermique. Oui. Là, effectivement, les constructeurs, ils ont visé un cap, ils sont même en avance, ils sont pour l'électrification. Est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, il faut arrêter de faire du progrès sur le thermique, y compris dans les normes de pollution ou de sécurité? Dans l'état actuel des choses, oui, il faut mieux investir sur les recherches et développement d'autres technologies qui sont aujourd'hui naissantes, qui vont pouvoir également répondre aux deux critères de Bruxelles, les CO2, les émissions CO2, zéro, et également les NOx et les particules. Par contre, on a fait une parenthèse et on a dit non sur la révision ou plus d'investissement sur les thermiques, mais oui sur les freinages et les pneus. Et en tout cas, vous combattrez cette norme pour le thermique, vous y êtes toujours opposé à ce stade? Sur les thermiques, oui, tout à fait, oui. Ah non, absolument. C'était important de le préciser. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Mobility TV. On sera amené à en reparler, évidemment, parce que ces débats vont rebondir en France. Atina Argiriou, vous êtes la présidente déléguée de la CESIAM. À bientôt et merci à vous tous de nous avoir suivis sur Mobility TV.